Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous accueillir ici en direct du Salon de l'Agriculture. Pour cette dernière émission de la journée, on refait le salon. Ça veut dire qu'on va parler de tout, mais vous allez voir que quand même tout ça, c'est très structuré grâce à la présence d'Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jean-Paul et bonjour à tous. Et merci. Simon Bestel, bonjour. Bonjour. Alors vous avez un bonnet FEV. FEV, c'est quoi? FEV, c'est une société de l'économie sociale et solidaire qui facilite l'installation de jeunes agriculteurs en agroécologie, en finançant leur installation, en achetant les fermes, en leur mettant à disposition avec une option d'achat. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de systèmes d'entreprises comme vous installer des gens qui viennent souvent hors agricole dans l'agriculture. Oui, alors hors agricole ou pas d'ailleurs, pas. Mais c'est en fait la problématique de l'installation est énorme parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont arriver à la retraite et donc il faut leur permettre de financer ces installations ou en tout cas de les aider à les financer. Alors, juste à côté de vous, Gilles Rivière-Wechstein. Bonjour Gilles. Bonjour Jean-Paul. Journaliste pour agriculture environnement. À ma gauche, c'est l'agriculteur Claude Petit-Guyot. Bonjour à tous. Dans le Jura, à Vaudry, pire. une petite commune qui s'appelle Vaudry. Bon, mais très bien. Et puis, juste en bout de table, Marc Nicole. Bonjour. Qui a été journaliste à Agra, qui est journaliste à Actu Agri actuellement. Bon, Emmanuel, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce salon? Déjà, le monde. Quel monde cette année! C'est absolument fou et c'est vraiment très impressionnant. Ça correspond bien à un moment, je pense que il y a une prise de conscience collective. J'ai l'impression que les alertes que les agriculteurs, que le monde agricole, que tous les professionnels des filières posent depuis quelques années maintenant sur le détricotage de certaines filières, sur la croissance des dépendances, notamment fruits et légumes, volailles, ça commence à peut-être à infuser dans l'esprit des politiques qui commencent à se rendre compte qu'on a peut-être un peu fait n'importe quoi et qu'il serait peut-être temps d'inverser la vapeur si on peut encore le faire. Donc ça, c'est la première chose qui m'a marqué. Et puis les questions du public, quand on parle avec tous les gens sur les stands, ils ont beaucoup de questions sur la production, etc. Donc c'est assez intéressant, je pense que il y a un véritable intérêt. T'en es sûr? Tu crois pas plutôt que les gens n'ont plus l'argent pour partir à l'autre bout de la planète, viennent au salon de l'agriculture parce que c'est les vacances et ont envie de boire et de manger, voire de boire beaucoup? Alors de boire beaucoup, peut-être un peu trop cette année. Je crois que le salon est en train de mettre en place des petites annonces de salubrité publique pour expliquer qu'un verre ça va et trois verres... C'est pas la sciatitude comme ils disent. La sciatitude, 3 verres, bonjour les dégâts. Mais bon voilà, c'est toujours une question de raison. Et alors, si les gens veulent venir au salon pour boire ou manger, c'est pour faire la fête. Mais pour faire la fête, c'est une très bonne nouvelle. L'agriculture, c'est pas triste non plus. On n'est pas en deuil. On a beaucoup de choses à célébrer, à partager. Donc moi, ça me paraît être une excellente raison, parmi d'autres, de venir ici. Simon Bestel, à part ton stand, qu'est-ce qui t'a plu dans le salon? Beaucoup de choses. Déjà, effectivement, comme disait Emmanuel, la présence de très nombreuses personnes et en particulier sur ce hall 4 qui, a priori, n'est pas le plus attirant pour le plus tout le sexy monde. des halls d'habitude. Mais n'empêche qu'il est plein et tous les jours. Et donc, nous, ça nous fait très plaisir. Et nous, ce qui nous a, enfin moi en tout cas particulièrement marqué, c'est qu'on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus sur notre stand pour demander s'il n'y avait pas des opportunités pour travailler dans le milieu agricole. Beaucoup, c'est 2-3 par jour. Non, c'est déjà beaucoup à notre échelle. Puis des gens déjà très formés qui n'ont pas forcément des parcours agricoles, mais qui s'intéressent à ces problématiques. Et on se dit que c'est génial parce que enfin, l'agriculture devient peut-être attractive pour tout le monde. Emmanuel. En un mot, pour compléter, le stand de la ferme digitale, c'est quand même une des sensations de ce salon. Ils ont commencé en 2016 avec 5 mètres carrés. Aujourd'hui, la ferme digitale, c'est 800 mètres carrés. Et je crois que ça dit vraiment quelque chose. Ça prend une place vraiment très importante derrière nous dans le hall 4. C'est le futur de l'agriculture qui se dessine là. Et je trouve qu'il y ait cette place donnée aux jeunes qui innovent, c'est vraiment chouette. Avec beaucoup de personnes qui viennent en dehors du secteur des NIMA, on va dire, en dehors du secteur agricole, avec un regard un peu nouveau, c'est ton cas? Alors moi je suis effectivement hors du système agricole, mais je suis quand même ingénieur agronome de formation, donc une certaine connaissance. Mais effectivement j'ai eu toute une carrière dans l'agroalimentaire, assez loin de l'agriculture. Et il y a un moment je me suis dit non, il faut que je mette mon énergie, ce que j'ai appris, au service de l'agriculture pour, on va dire, un peu redresser la barre, si je peux m'exprimer comme ça. Assez loin de l'agriculture, ça veut dire quoi? Ouais, j'ai bossé chez Danone, j'ai bossé un moment dans la santé, voilà, enfin... Les grands bureaux, les grandes entreprises, et tu t'es dit, ça suffit, j'ai la quarantaine, je change de vie. Exactement. Et tu es parti en agriculture. Gilles, qu'est-ce qui t'a marqué?
Alors attention, avec Gilles, c'est cash. Alors moi je pense qu'on est vraiment dans le salon post-Covid. Alors jusqu'au Covid, en fait, on oublie peut-être, c'était le salon de l'agribashing. On avait les ONG qui étaient présentes, c'était le moment pour sortir un livre sur l'agriculture, contre l'agriculture, hein, le livre noir d'Isabelle Saporta. Ensuite il y avait FNE qui avait fait ses grandes publicités contre l'agriculture. Et là c'est terminé. Ça, cette voix est inaudible. Ce qu'on entend partout, c'est souveraineté alimentaire. Donc les problèmes sont vraiment, comme tu le dis, mis sur la table. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que les gens, ils ont compris que finalement, l'agriculture, ça sert à quelque chose. Je pense que l'affaire des néonicotinoïdes et de l'interdiction des néonicotinoïdes sur les betteraves a joué sur le fait qu'aujourd'hui, les gens comprennent que sans les moyens de production, il n'y aura pas de denrées alimentaires. Donc quelque part, dans l'inconscient collectif, on comprend aujourd'hui que les gens, ils ont besoin, que l'agriculture a besoin de choses. Alors, par rapport à ça, on voit aussi, moi j'ai remarqué que le politique est vraiment très politiquement correct. Hein. Là, il a vraiment sorti son chéquier. Hein. Il y a 200 millions pour le plan souveraineté des fruits et légumes, 50 millions pour remplacer les phytos, 10 millions pour aider la filière bio. C'est pas beaucoup. Donc, oui, mais bon, ça fait des effets d'annonce, hein, ça fait beau. Là, il y a quand même presque 500 millions d'euros qui ont été sortis. Alors, effectivement, vrai que chaque jour, il y a une annonce. Voilà. Alors, effectivement, ça fait beau. Maintenant, dans la réalité, qu'est-ce que ça représente? Juste pour reprendre les deux chiffres, 200 millions pour soutenir la filière fruits et légumes dans un programme pluriannuel. Oui, la filière fruits et légumes, c'est 10 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, on importe 60% de nos fruits et légumes. Est-ce que 200 millions d'euros vont suffire? Je ne suis pas sûr. Pour les phytos, je veux juste rappeler un chiffre. Hein. Donc, on a promis aux agriculteurs, enfin, au monde de la recherche, 50 millions d'euros. Oui, mais enfin, bon, homologuer une seule molécule, c'est un dossier qui coûte entre 200 et 250 millions d'euros. Donc, c'est peanuts. Donc, ce qui manque plutôt aujourd'hui, c'est quand même encore une véritable vision stratégique. Ça, voilà, on a un objectif souveraineté alimentaire. Comment y arriver? Moi, là, j'ai pas entendu grand-chose. Ce que tu veux dire, c'est que les agriculteurs sont faits en fumée. Alors, on va voir, je pense pas, parce que quand moi j'ai fait beaucoup d'interviews avec des gens, et les gens nous ont dit, on a eu beaucoup de signes d'amour, maintenant ce qu'on veut, c'est des preuves d'amour. Ouais, mais chaque fois, ils me disent ça, les agriculteurs. Claude, toi qui es un agriculteur, t'es fait en fumée? En fumée, oui. Moi, je vais le dire franchement pour moi, oui. Parce qu'aujourd'hui, moi, les annonces des hommes politiques, j'y crois plus. C'est un effet d'annonce. Comme ça permet de calmer certaines personnes. Ça permet de calmer ce qu'on veut demander. Mais comme disait la personne, 200 millions, c'est pas grand-chose, quoi. C'est ramener sur des dossiers, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ouais. Après, le monde agricole, aujourd'hui, on attend autre chose. On attend beaucoup plus, pas forcément en argent, mais qu'on soit reconnu, qu'on nous aide, qu'on puisse revaloriser nos produits sans que le consommateur, lui aussi, soit pénalisé par rapport à l'achat. De toute façon, là, c'est clair. Mais le consommateur après, ce que je veux dire par là, hein. que les intermédiaires jouent le jeu aussi. Ils ne sont pas obligés d'augmenter à chaque fois. Voilà, quoi. Ouais. Mais les intermédiaires, c'est la grande distribution. En général, ils contournent, puisqu'il y a une fameuse proposition de loi, Frédéric Descrozaille, qui vise justement à éviter que la distribution contourne la loi. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué? Moi, ce qui m'a marqué, c'est un flux inédit d'informations. Parce que jusque-là, à Agrapresse, on faisait au moment du salon peut-être une quinzaine de fils. Cette semaine, c'était 20, 22, 23, jusqu'à 28 hier. C'est inédit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que les journalistes travaillent plus? Non, je crois qu'il y a beaucoup de secteurs, ça chauffe. Il y a vraiment... il y a plein de tensions de tous les côtés, oui, il y a des annonces... Il y a l'inflation, il y a la hausse des coûts, les négociations commerciales, donc des rapports tendus. Cette fois, plus que tendus, ouais. Voilà. Donc ça... Ouais. Effectivement, c'est le reflet en fait d'une tension. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que les agriculteurs sont crédules, naïfs, enfin, je ne sais pas quel terme. C'est-à-dire que globalement, moi, je vois passer des délégations à des ministres, ils courent derrière. Alors, d'abord, il y a les cabinets ministériels, puis après, il y a les agriculteurs, enfin, il y a les journalistes aussi, beaucoup, qui coulent. Et puis, au final, ça ne sert à rien, tout ça. Ou pas? Moi, je ne crois pas que les agriculteurs soient crédules. Je pense qu'il n'y a pas de profession moins crédule qu'un agriculteur, parce que la réalité du terrain vous ramène très très vite au sol à chaque récolte et à chaque saison. Moi, je crois qu'il
faut attendre pour voir. J'ai l'impression que quand même le climat a changé et je suis d'accord avec Gilles, on est dans le post-Covid et on est dans le post-guerre en Ukraine. L'année dernière, à cette même date, on était tous dans un état de sidération. Je ne sais pas si on se souvient, l'ambiance de l'année dernière, c'était sépulcral. On était tous en train de se dire il faut remettre notre agriculture en ordre de marche, réarmer notre agriculture. Alors là, on est dans l'étape d'après. Je sens que le climat a changé. Alors peut-être ça ne fait pas une politique agricole. Hein. On a quand même une loi qui va être en préparation, une loi d'orientation agricole. Alors ça c'est aussi un peu nouveau. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu une en France. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas les débats sont sur la table. Je note que par exemple les grandes préoccupations des salons d'avant, c'est-à-dire le développement de l'agriculture biologique, par exemple, c'est un peu passé sous le tapis. C'est un marché qui souffre. Qui peut sauver l'agriculture biologique? Voilà, on est en train de se rendre compte que c'est une façon intéressante de faire de l'agriculture, sans doute pas la seule, et qu'on ne pourra pas compter là-dessus pour se nourrir tous, et que peut-être faire évoluer les autres pratiques, c'est aussi intéressant. Bon, bref, je pourrais dire qu'il y a un peu plus de nuances. Et non de la crédulité, je ne crois pas. De la volonté, oui, on en sent. Voilà, en même temps, je ne suis pas agriculteur, c'est mon sentiment de journaliste. Moi, ce que j'ai entendu, c'est... on a entendu les hommes politiques, ok, chiche. Ça veut dire qu'on les prend au mot. Et ce qui est bien, c'est qu'on le prend au mot aujourd'hui sur quand même quelque chose qui est bien. Ça veut dire que souveraineté alimentaire, reproduire, pas d'interdiction sans alternative. Donc voilà, on vous prend au mot. Et je pense que c'est un jeu aussi. Hein. C'est vous y allez, ok, ben nous on va derrière. Mais je pense pas, non, je pense pas du tout qu'ils sont crédules. Et je pense même que si j'étais en politique aujourd'hui, je ferais attention. Parce que je crois que le monde agricole est en attente. Et s'ils ne reçoivent pas ce qu'ils vont avoir, ça va barder dans les campagnes. Tu crois ça vraiment? Il y a autre chose qui est important dans le climat, c'est ce qui s'est passé sur l'énergie en France. Et ce dont on est en train de se rendre compte sur la politique nucléaire notamment. Et les débats de la commission qui enquête là sur ce qui s'est passé dans les programmes nucléaires est accablante pour les politiques. Et on peut vraiment dresser un parallèle entre ce qui s'est passé pour l'énergie, la destruction de notre socle nucléaire et ce qui se passe sur l'agriculture. Et je pense que ça réveille aussi les consciences et peut-être qu'il y a des gens qui se disent on ne peut pas faire vraiment n'importe quoi, il y a un moment où on devra peut-être rendre des comptes. Donc je crois que ça influe un peu sur l'ambiance. C'est vrai, sur la déconstruction de l'agriculture comme il y a eu la déconstruction nucléaire ou de l'industrie. Cela dit, ils ne veulent pas faire de loi sur l'accélération pour la souveraineté alimentaire. On n'a pas la même préoccupation. Alors je ne suis pas sûre que ça doive passer par la loi. Je crois qu'il y a déjà énormément de lois, des lois qui s'empilent dans tous les sens, qui sont un des problèmes de l'agriculture. Peut-être qu'il faut arrêter de rajouter des lois et plutôt créer un climat économique plus que de la loi. Moi, je ne suis pas sûre que par la loi, on y arrivera. Hein. On va juste créer des débats stériles, des dossiers à remplir, etc. Et je crois que ce n'est pas la peine. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de générations qui s'engagent. On a besoin de productions qui ont les moyens de production. On a peut-être besoin de moins s'écharper sur le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire quelle molécule est autorisée, quelle molécule l'est pas, mais où est-ce qu'on veut aller pour l'agriculture? Faisons la grande image et ensuite on met les moyens et les structures et la recherche pour y arriver. On a pris les choses à l'envers. On s'est focalisé sur des petits silos qui nous monopolisent, qui créent des débats sans fin et qui finalement n'avancent à rien du tout. Peut-être que maintenant il faut se dire où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on veut que notre système alimentaire fonctionne, sur quoi est-ce qu'il doit reposer, et à partir de ça on reconstruit le reste. En tout cas c'est pas au salon où on l'a formalisé ça, la vision à long terme. Mais on voit qu'on a des outils. Et Simon, pour rebondir là-dessus, je pense effectivement qu'il faut d'abord que l'État crée un climat favorable à un peu cette innovation et cette transition qui est nécessaire. Et après, j'espère, moi, que les agriculteurs sont encore un peu crédules, enfin qu'ils croient encore en quelque chose, parce qu'il faut que ce soit eux les premiers acteurs en fait de cette transition, qui prennent les choses en main et qu'ils agissent. Et pour ça, il faut croire un peu en son avenir. Si on n'y croit pas, on se lamente et on fait plus rien. Mais voilà, moi je pense que certains en tout cas y croient encore. Ouais, tout à fait, on croit encore à notre métier, à ce qu'on fait. Parce qu'on travaille avec du vivant, que ce soit des animaux ou des végétaux. Et notre but principal, c'est de nourrir le peuple. Mais qu'on arrête aussi de nous raconter tout et n'importe quoi, de nous promettre des choses. Et à un moment donné, on n'y croit plus, quoi. C'est tout. Et faire voter des lois pour faire des lois, c'est essayer de faire gagner du temps. Et puis pendant ce temps-là, on attend. Marc, les agriculteurs crédules, non, je dirais plutôt maintenant dubitatifs et sceptiques devant le discours des politiques. Et je pense que par rapport au salon précédent, le centre de gravité s'est maintenant porté sur les dossiers et que le discours des politiques est passé plutôt au second plan.
Enfin, moi, j'ai senti aucune tension entre le monde agricole et les politiciens. Il y a d'autres années au salon où c'était un peu tendu, où il y avait des bras de fer. Là, tout le monde est content. Il n'y a que Jérémy de Serle qui a fait une lettre au vice-président de la Commission européenne en disant attention, vous pouvez pas à la fois faire tout et son contraire. Non, mais parce que je pense que la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, l'objectif, il est clairement, les agriculteurs sont d'accord avec l'objectif affiché par les hommes politiques, tandis que jusque-là, c'était pas nécessairement le cas. C'est ça la grande différence. L'objectif, tout le monde est d'accord. Donc, ok, banco, c'est comment on va y arriver. Et là, je pense que la plupart des filières disent, ok, nous on fait le pari, alors peut-être crédule si tu veux, on fait le pari d'y aller. Mais voilà, attention, et je crois que le fait qu'il y ait une grande manifestation des agriculteurs 15 jours avant le salon, c'est pas anodin, et c'était une très bonne chose, c'était juste un peu rappeler que, attention, les agriculteurs peuvent aussi mettre des tracteurs dans la rue. Emmanuel. Je crois qu'on est aussi en train de découvrir qu'on a des solutions technologiques qui se précisent pour l'agriculture. On est en train de se rendre compte que l'agriculture connectée, c'est une réalité. Ça permet d'anticiper beaucoup de problèmes, de réduire les usages de phyto, par exemple, ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle. On a le dossier des technologies de sélection variétale qui est maintenant sur la table et qui va probablement déboucher à Bruxelles dans les prochains mois. On a la thématique des engrais décarbonés. On est ici, donc on voit qu'on a des innovations qui sont sur le point d'aboutir et de quand même changer la donne assez radicalement. Et puis l'expérience des néonicotinoïdes montre que quand on réunit un comité de filière, c'est pas facile, ça prend du temps. On envisage des solutions qui sont maintenant complexes et composites pour sortir d'une impasse. Ça fonctionne. On l'a fait complètement à l'envers, hein. On a interdit, ensuite il a fallu rattraper dans l'urgence, jongler avec des trucs, enfin c'était absurde. Maintenant, se dire on va peut-être le faire, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire envisager d'abord l'état des lieux, l'avancée des solutions, et puis après on sort tranquillement de la molécule problématique, c'est quand même beaucoup plus rationnel. Alors quand on regarde, c'était l'année où il y a eu, je crois, 80 délégations officielles. Enfin, le moindre secrétaire d'État se doit aujourd'hui, même s'il est dans un sujet qui n'a rien à voir avec l'agriculture, à venir perdre une journée. Mais justement, vous avez une délégation officielle. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un véritable aéropage qui est en train de suivre, donc je ne sais qui. Et c'est vrai que toute la journée, moi, j'ai vu que des délégations passer. Donc, je vous disais, il y a énormément de délégations qui passent. Et quelque part, c'est pas efficace. À quoi ça sert ? À former les politiciens à l'agriculture. Oui, c'est un stage de formation. C'est aussi ça renvoie une image positive. Enfin, s'ils s'y intéressent tous, je trouve du coup pour le monde de l'agriculture et les agriculteurs, j'espère que ça fait un peu plaisir de se dire qu'au moins ils y sont attentifs. Emmanuel. Ce que je trouve intéressant, c'est que le discours des agriculteurs est entendu, c'est-à-dire la manière dont ils envisagent les discours avec la réalité du terrain. Ça veut dire qu'on a des politiques qui ne sont plus uniquement formées par le discours des ONG. Et c'est important d'avoir un contrepoint dans le discours. Ils viennent le chercher ici. Alors après, ils font la part des choses dans leur construction intellectuelle, mais au moins, ils ne peuvent pas ignorer un certain nombre de biais et un certain nombre d'angles et de problèmes qui se présentent. Et ça, je pense que c'est plutôt une très très bonne nouvelle aussi. C'est vrai que je m'attendais à voir Génération Extinction, peut-être qu'ils vont venir demain et après-demain, il y a un autre week-end, hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu de personnes lancer la peinture, s'enchaîner au sol. On n'a vu personne non plus aller dans les stands de l'élevage, par exemple, cette année, il n'y a pas eu de... Mais oui, c'est ça. L'année dernière, oui. Mais ils sont où ? Justement, ils sont plus audibles aujourd'hui. Ils sont de moins en moins audibles aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte que le pouvoir d'achat, il en prend un paquet. Donc, la crise de l'Ukraine, elle n'est pas terminée. On ne parle pas de la guerre de l'Ukraine, mais enfin, elle n'est pas finie, la guerre, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais non, et donc, malheureusement, c'est loin. Et voilà. Et donc, les gens ont ça en tête aussi. Et donc, voilà, quand on est dans une situation comme ça, on pense que manger, c'est quand même important. Alors, moi, ce que je voudrais rajouter à tout ça, ça fait 30 ans que je fais le salon. C'est toujours un plaisir, c'est toujours exceptionnel pour moi. Cette année, c'est la première année que j'entends des gens qui nous disent « Merci, heureusement que vous êtes là pour nous nourrir ». Parce que j'interviens sur plusieurs stands, sans les citer, Agri-Demain, Interbev, Intercéréales, Yara. Et hier, j'ai passé ma journée sur la moissonneuse à faire découvrir les machines, notre travail, notre façon de travailler. Et là, j'ai entendu, mais sérieusement, plusieurs personnes me dire « Merci, heureusement que vous êtes là pour nous nourrir ». Et là, on voit quand même que le monde change et commence à comprendre tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en œuvre, et qu'on travaille avec des produits de qualité et qu'on fournit des produits de qualité aussi. Jean-Paul,
Tu t'imagines la différence? Il y a 5 ans, c'était vous nous empoisonnez, et aujourd'hui, c'est merci de nous nourrir. Et Mais attends, c'est c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait un monde des différent. Et ça, je trouve que franchement, c'est une des choses les plus exceptionnelles du salon de l'agriculture. Mais attention, les attentes ont quand même pas disparu. Enfin, faut pas non plus laisser croire que les attentes du consommateur ont disparu. Ils attendent toujours de l'écologie, du bio ou autre chose. Après, il y a effectivement la problématique des prix qui rentre en jeu et qui est hyper importante. Merci Simon de ramener mais voilà, la réalité. L'attente n'a pas disparu, l'attente sociétale n'a pas disparu. Les pour gars autant. qui viennent sur ton stand, ils veulent ça. Complètement. Ils veulent pas s'installer avec une grosse moissonneuse. Aucun. Enfin, je vais dire, nous, dans tous les porteurs de projets qui veulent s'installer, à 95%, ils veulent faire de l'agroécologie. Alors après, on met beaucoup de choses derrière, mais en tout cas, c'est ça. Ils veulent tendre vers ce type de modèle. Mais ils se rendent compte aussi, pardon, excuse-moi, ils se rendent compte aussi qu'il faut de tout. Il faut de l'agriculture biologique, de l'agriculture raisonnée, etc. Et donc voilà. Je suis pas certain ça. Moi, je suis pas convaincu comme. Jean-Paul est presque déçu. Hein. Il pensait non, vraiment je suis qu'on pas allait déçu, tous plomber le moral. Non, Jean-Paul, on ne plombera pas le moral du public. Non, je suis pas déçu. Je suis réaliste. Je suis réaliste et d'ailleurs, je trouve que les agriculteurs sont super média traînés maintenant. Claude, t'es média traîné, toi? Oui. Voilà. Donc, on a une armée de youtubeurs, d'agriculteurs média traînés, tout ça. C'est une des meilleures choses qui pouvait arriver à l'agriculture, que les agriculteurs prennent leur part de la parole dans le débat. Pendant des années, alors c'est mon expérience personnelle. Pendant des années, au moment du salon de l'agriculture, on m'a invité moi sur les plateaux des télés nationales pour parler d'agriculture. Eh ben, c'est pas moi d'y aller. Que des agriculteurs puissent désormais aller faire porter leur voix, expliquer la réalité du terrain, en finir un peu aussi avec la vision misérabiliste qu'on leur a collée sur le dos. Il y en a qui sont très heureux quand même, et ils ont raison de le dire. Il y en a qui sont très enthousiastes. Il y a les France Agri-Twito qui sur Twitter font un super boulot de vulgarisation, hyper bienveillante, hyper aimable, hyper fouillée, qui sont toujours là pour répondre aux questions du public. Agri Demain qui fait aussi un très très chouette boulot de pédagogie, etc. Ben, ça occupe un espace qui était peut-être rempli avant par un peu de fantasmes ou de, je sais pas, appelons ça comme on veut. Je crois qu'il n'y avait personne. Pardon. Il y avait personne. Et bien maintenant, les agriculteurs ont pris la parole. Les médias ont dans leur carnet d'adresses des numéros de téléphone d'agri-youtubeurs. Et c'est pas le même discours. Ouais, puis il y a un bon contact, je pense, qui s'est fait. Ça, c'est vrai. C'est surtout que dans les années 70-80, on était sur des acquis, on était entre guillemets les meilleurs. Et à un moment donné, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on communique sur notre métier, qu'on explique comment on travaille, qu'on leur montre comment qu'on fait. Et c'est ce qui se passe en ce moment, quoi. Voilà. Claude, tu bosses sur le stand Intercéréales, t'as dit? Oui, Intercéréales. Qui c'est qui a eu la bonne idée de supprimer Passion Céréales? Pendant 20 ans, on a entendu auprès du grand public Passion Céréales, ça n'existe plus. Alors, Intercéréales est aujourd'hui Intercéréales, mais on a réussi à convaincre, entre guillemets, les personnes qui sont avec nous de garder le logo Passion Céréales. Donc on a toujours Passion Céréales. D'accord, vous parce que c'est quand même discret quand même. Hein. Ben, il est sur nos blousons. D'accord. Parce et que c'était une marque. Quand même, c'est quelque chose, c'est être passionné quoi, de ce qu'on fait. Ouais, c'est une passion. Puis il y avait 20 ans d'investissement dans la communication à créer cette marque en fait, derrière. Pendant 1 an et demi, ça a été compliqué. D'accord. Bon, Emmanuel, merci beaucoup. Messieurs, merci beaucoup. Voilà, on est arrivé au terme de cette émission et je vous retrouve demain. Bonne soirée.